Nous pensons que les fours médiévaux servaient uniquement à cuire du pain. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'un système en argile pouvait chauffer votre maison, cuire de 5 manières différentes et produire tout le savon dont votre famille a besoin? Ce n'était pas seulement un four, c'était un système domestique complet que les foyers modernes ne peuvent égaler. Dans cette vidéo, je vous apprendrai exactement comment construire vous-même ce système avec des matériaux que vous pouvez trouver aujourd'hui, en plus du processus médiéval de fabrication de savon qui transforme la cendre en pouvoir nettoyant. Les constructeurs médiévaux ont fait une découverte qui a révolutionné l'efficacité domestique. L'argile pouvait stocker et libérer la chaleur par étapes contrôlées sur plusieurs jours. Ce qui a commencé comme une solution pour la cuisson du pain a évolué en quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Un système de gestion thermique qui répondait simultanément à de multiples besoins du foyer. L'origine de ces fours remonte aux traditions romaines, mais ce sont les communautés médiévales qui ont perfectionné leur polyvalence pour un usage domestique intégré. Ce n'étaient pas des luxes opulents. Les communautés villageoises mettaient en commun leurs ressources pour construire des fours partagés. Mais la véritable avancée est venue de la compréhension de la physique thermique par la pure observation et l'expérimentation. Les artisans médiévaux ont observé que les différentes argiles retenaient la chaleur différemment, que les formes de dômes distribuaient mieux la contrainte thermique que les surfaces planes, et que des proportions spécifiques de matériaux créaient des structures capables de supporter des centaines de cycles de chauffage. Ce n'était pas une technologie primitive, c'était une ingénierie sophistiquée, née de la nécessité, affinée au fil des générations et perfectionnée par l'observation scientifique, le tout sans instruments modernes ni matériaux industriels. Première, une gestion de la chaleur en 5 étapes. Les fours modernes fonctionnent sur un principe simple: allumer, chauffer, éteindre, refroidir. Les constructeurs de fours médiévaux comprenaient quelque chose que nous avons oublié. La masse thermique pouvait être programmée pour libérer la chaleur en séquences précises, créant ainsi plusieurs environnements de cuisson à partir d'une seule chauffe. La séquence commençait avec la chaleur maximale, autour de 260 degrés Celsius, parfaite pour le pain, qui nécessitait une montée en température intense pour développer la croûte adéquate. Les boulangers médiévaux pouvaient déterminer la température en jetant de la farine dans le four. Si elle brunissait en 10 secondes, la chaleur était parfaite pour le pain. Trop rapide signifiait qu'il faisait encore trop chaud. Trop lent signifiait qu'ils avaient manqué leur chance. Lorsque la température baissait à 200 degrés Celsius, le four entrait dans sa phase de rôtissage. On y ajoutait ensuite des morceaux de viande, des poulets entiers ou des gratins de légumes. La chaleur descendante créait l'environnement parfait pour un rôtissage lent, suffisamment intense pour dorer l'extérieur, mais assez doux pour cuire sans dessécher. Un poulet rôti de cette manière développait une peau croustillante inégalée. La troisième étape se produisait autour de 150 degrés Celsius, idéal pour les ragoûts et les cassoulets, qui nécessitaient une cuisson longue et douce. Des pots en terre cuite remplis de haricots, de céréales et de légumes pouvaient mijoter toute la nuit avec cette chaleur retenue, développant des saveurs impossibles à obtenir avec la cuisine rapide moderne et attendrissant les coupes de viande les plus coriaces. La quatrième étape, autour de 95 degrés Celsius, transformait le four en chambre de déshydratation. On y séchait des fruits, des herbes, des légumes et des céréales pour leur conservation. Les familles médiévales comprenaient que l'élimination de l'humidité était la clé du stockage des aliments. Et cette chaleur douce et constante créait des produits parfaitement séchés, sans le risque de brûlure que comportent des températures plus élevées. Finalement,
lorsque la température descendait en dessous de 65 degrés Celsius. Le four devenait une chambre de réchauffage et une zone de stockage des aliments. Le pain restait frais plus longtemps, les aliments cuits restaient chauds pendant des heures, et la chaleur résiduelle pouvait même faire incuber des cultures laitières pour fabriquer du fromage. Une seule pile de bois, 5 environnements de cuisson complètement différents. Alors que les cuisines modernes nécessitent des appareils séparés pour cuire au four, rôtir, mijoter, déshydrater et réchauffer. Les familles médiévales accomplissaient les 5 fonctions grâce à leur compréhension de la physique thermique. 2. Construisez votre four en terre, matériaux et fondations. Voici comment vous pouvez construire ce système aujourd'hui, en utilisant les mêmes principes que les artisans médiévaux ont perfectionnés. Les matériaux sont simples et disponibles partout. De la terre riche en argile, provenant de n'importe quel chantier de construction ou berge de rivière, du sable grossier, de la paille ou de l'herbe hachée, et des briques réfractaires pour la base. Nous commençons par une base circulaire, une sole de 80 cm de diamètre, en utilisant des briques réfractaires posées à plat. Les constructeurs médiévaux testaient le niveau avec de l'eau. Si elle s'accumulait quelque part, ils ajustèrent la base jusqu'à ce que l'eau s'étale uniformément sur la surface. Cette base reçoit directement le pain et les aliments rôtis. Elle doit donc être parfaitement nivelée et lisse. Le mélange d'argile suit l'ancienne proportion de 3 pour 1. 3 parties de terre riches en argile pour une partie de sable grossier, avec de la paille hachée, ajoutée jusqu'à ce que le mélange, connu sous le nom de bauge, ait une bonne consistance. Les constructeurs médiévaux mélangeaient cela avec leurs pieds. C'est la seule façon d'obtenir une consistance parfaite, car le piétinement aide à aligner les fibres de paille, renforçant ainsi la structure. Vous saurez que c'est prêt lorsque vous pourrez former une boule qui tient ensemble sans se fissurer, mais qui ne colle pas à vos mains. D'abord, testez des lots. Roulez l'argile en boule et laissez-les sécher. Un bon mélange ne se fissurera pas en séchant et sonnera creux lorsqu'on le tapote. Un mauvais mélange se fissure beaucoup ou reste dense et lourd. Ajustez vos proportions et testez à nouveau jusqu'à atteindre la norme médiévale. Troisième technique de construction du dôme. La forme de dôme est de la physique pure sous forme d'argile. Créez un moule de sable. D'abord, entassez du sable humide pour former un dôme de 40 cm de haut sur votre base en briques. Ce sable sera retiré plus tard, alors tassez-le fermement, mais ne vous souciez pas de la perfection. Couvrez le dôme de sable avec le mélange d'argile en couches de 10 à 15 cm d'épaisseur. Si c'est trop fin, le four se fissurera sous la contrainte thermique. Si c'est trop épais, il met une éternité à chauffer et gaspille du combustible. Les constructeurs médiévaux ont trouvé cette épaisseur à travers des siècles d'essais et de perfectionnement. L'ouverture de la porte est critique. 20 cm de large sur 12 cm de haut, exactement 63% de la hauteur du dôme. Cette proportion crée une circulation d'air parfaite pour une combustion complète et une distribution uniforme de la chaleur. Si elle est trop grande, la chaleur s'échappe trop rapidement. Si elle est trop petite, le feu ne recevra pas assez d'oxygène. Travaillez par section, en laissant chacune durcir avant d'ajouter la couche suivante. Les artisans médiévaux comprenaient qu'une construction hâtive entraînait des défaillances structurelles. L'argile a besoin de temps pour prendre correctement entre les couches. Quatrième, séchage et test de votre four. Laissez passer 3 à 4 jours pour le séchage initial avant de retirer le sable par l'ouverture de la porte.
L'argile doit être ferme au toucher, mais pas complètement sèche, comme du cuir. Retirez le sable progressivement en soutenant le dôme pendant que vous travaillez. Testez la densité par le son. Tapez doucement le dôme avec vos phalanges. Un son creux signifie une bonne densité et une teneur en humidité adéquate. Un bruit sourd signifie qu'il est encore trop humide. Attendez plus longtemps. Une fissure nette signifie que le matériau est trop sec et possiblement endommagé. Vérifiez les fissures visibles. La première chauffe doit être douce. De petits feux éteignez progressivement sur plusieurs jours pour éliminer l'humidité restante. Accélérez ce processus et la vapeur fissurera votre four. Les constructeurs médiévaux comprenaient que la patience pendant le séchage déterminait la durée de vie du four. 5e. La chimie du savon à base de cendres. Maintenant, le processus de fabrication du savon qui transforme les déchets de votre four en pouvoir nettoyant. Cette chimie fonctionne exactement de la même manière qu'il y a 1000 ans. Elle ne nécessite que de la cendre de bois dur, de l'eau de pluie et de la graisse animale. Collectez uniquement des cendres blanches provenant de feux de bois dur, chêne, érable, hêtre, noyer. La cendre de bois tendre contient des résines qui interfèrent avec la fabrication du savon. Séparez la cendre blanche pure des morceaux de charbon et des matériaux non brûlés. Seule la poudre blanche contient le potassium nécessaire pour la lessive. Avertissement de sécurité. La lessive est caustique et brûle la peau. Portez des gants et une protection oculaire tout au long de ce processus. Faites bouillir une tasse de cendre dans 3 tasses d'eau de pluie pendant exactement 30 minutes. L'eau de pluie est essentielle. L'eau dure contient des minéraux qui neutralisent la lessive. Filtrez le liquide résultant avec un linge pour éliminer les particules de cendre. Ce liquide clair est votre lessive. Testez la force de la lessive en utilisant le test médiéval de l'œuf. Un œuf frais doit flotter avec seulement la pointe visible au-dessus de la surface. Trop d'œufs visibles signifie que la lessive est trop forte, diluée avec plus d'eau de pluie. L'œuf qui coule signifie qu'elle est trop faible. Faites bouillir plus longtemps pour la concentrer. Si ce niveau de sophistication chimique vous surprend, mettez un « j'aime », car les foyers médiévaux abritaient de véritables laboratoires de chimie dans leur cuisine. Abonnez-vous pour plus de savoirs oubliés qui font paraître la vie moderne bien dispendieuse. Qu'est-ce qui vous surprend le plus? L'ingénierie thermique ou la maîtrise chimique? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Maintenant, en parlant de connaissances en chimie médiévale, Sixth Saponification, fabrication du savon médiéval. Faites fondre la graisse animale lentement jusqu'à ce qu'elle soit pure et propre. Saindoux, suif de bœuf ou toute graisse animale. Filtrez-la avec un linge pour éliminer les impuretés qui pourraient gâcher le savon. La graisse doit être tiède mais pas chaude, à peu près à la température du corps. Mélangez à parts égales la graisse tiède et la lessive à température ambiante, en remuant constamment avec une cuillère en bois. N'utilisez jamais d'outils en métal, ils réagissent avec la lessive. Le mélange s'épaissira progressivement à mesure que la saponification, la transformation chimique de la graisse en savon, se produit. Continuez à remuer jusqu'à ce que le mélange laisse une trace visible lorsque vous passez la cuillère à travers, ce qui indique une saponification complète. Versez dans des moules en bois, doublés de tissu, et laissez reposer pendant 24 heures. Le résultat est un savon à base de potassium, connu sous le nom de savon mou. Il est plus doux que les barres modernes à base de sodium, mais tout aussi efficace pour les vêtements, la vaisselle et l'hygiène personnelle. Pour le parfumer, des herbes comme la lavande ou la menthe pouvaient être ajoutées en fin de processus. Les familles médiévales produisaient des mois de fournitures de nettoyage à partir des cendres d'un four. 7. Le système intégré complet.
Voici comment l'ensemble du système fonctionne de concert. Un four en argile, une seule chauffe au bois, 5 fonctions de cuisson, et en plus, des mois de production de savon à partir des cendres résiduelles. La masse thermique qui cuit vos aliments chauffe également votre espace. La cendre qui nettoie vos vêtements provient du même feu qui cuit votre pain. Comparez cela au foyer moderne, four indépendant, plaque de cuisson, mijoteuse, déshydrateur, lave-vaisselle, machine à laver, chauffe-eau, système de chauffage domestique. Tous nécessitent des sources d'énergie différentes, des programmes d'entretien différents, des cycles de remplacement différents, sans parler des savons industriels, des détergents et des produits de nettoyage fabriqués dans des usines chimiques, emballés dans du plastique et expédiés à travers le monde. Vous pouvez construire ce système médiéval dans votre jardin en utilisant des matériaux locaux et obtenir les mêmes résultats avec une pensée intégrée. Il comprenait que la véritable efficacité ne provenait pas d'appareils économes en travail, mais de la conception de systèmes qui travaillaient avec les processus naturels plutôt que contre eux. Les implications environnementales sont stupéfiantes. Ce système ne produit pratiquement aucun déchet. Les cendres deviennent du savon. La masse thermique fournit du chauffage et tout a de multiples usages. Les foyers modernes génèrent des tonnes de déchets d'emballage, nécessitent une consommation d'énergie constante et dépendent de chaînes d'approvisionnement qui s'étendent sur des continents. Nous avons gagné en commodité, mais nous avons perdu en résilience, en efficacité et en la profonde satisfaction qui naît de la compréhension et du contrôle des systèmes qui nous soutiennent. Cette technologie médiévale offre un chemin de retour vers cette autosuffisance. Les familles dites médiévales ont accompli quelque chose que nous avons perdu, une autosuffisance domestique totale, grâce à une ingénierie élégante. Un système en argile résolvait le problème du chauffage, de la cuisson et du nettoyage, ce qui nous prend des dizaines d'appareils et de systèmes industriels. Il travaillait avec la physique thermique, pas contre elle. Il comprenait la chimie par l'expérience pratique, pas par les manuels. Il concevait pour l'abondance à travers une limitation apparente, créant des systèmes qui étaient plus efficaces, plus durables et plus résilients que tout ce que la technologie moderne a produit. Le plus dangereux est peut-être notre arrogance moderne, croyant que complexité est synonyme de sophistication, que le nouveau signifie meilleur. Les foyers étaient médiévaux, prospérer grâce à une pensée intégrée que nous avons abandonnée au profit de la consommation pratique. Qu'est-ce qui vous fascine le plus? L'ingénierie thermique ou la maîtrise chimique? Laissez un commentaire et dites-moi si ces techniques oubliées changent la façon dont vous voyez l'innovation médiévale. Abonnez-vous pour plus de savoir qui défie tout ce que nous croyons savoir sur le passé.